Comme je vous ai dit, j'ai fait un master en gestion de patrimoine international, donc j'ai le CIF, la CGA, etc. Je fais juste un petit disclaimer, aujourd'hui je ne vais pas faire du conseil en investissement, pas de conseil fiscal, etc. C'est vraiment juste mon avis que je donne ici. L'intervention, elle va se baser sur le droit français, essentiellement. Ce sera surtout la deuxième partie. Mon objectif ici, c'est vraiment de vous présenter Bitcoin et comment ça peut être intégré dans la gestion de patrimoine. Il faut comprendre quand même que les crypto-monnaies, Bitcoin, etc., c'est très nouveau. Tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est les normes, etc., c'est pas encore très bien ficelé. Donc ça bouge, faut pas prendre pour argent comptant tout ce que je vais dire aujourd'hui. C'est vraiment en discussion, en cours. J'ai fait un plan en 2 parties, avec une première partie qui va être sur vraiment Bitcoin, que Bitcoin, avec de la mise en comparaison avec la finance traditionnelle, l'histoire, etc. Moi, j'avais pour idée de faire presque 2 heures que sur ça, que sur la finance, la création monétaire, etc. C'est en général la première étape quand on arrive à Bitcoin, il faut faire les fondations correctement. Mais là, on va faire juste 1 heure. On va pas aller trop dans les détails, juste pour avoir une vue générale, globale. Les fondamentaux. Ouais, c'est ça, les fondamentaux. Et moi, quand je vais vous parler de Bitcoin, j'aimerais que vous preniez vraiment pour vous, déjà dans un premier temps, comment Bitcoin ça peut être intéressant dans vos vies personnelles à vous deux, dans vos finances personnelles. Et puis après, mon focus, il va être sur vos clients et avec un objectif que le client il soit le plus autonome possible avec ses Bitcoins. C'est l'idée de base. On va dire le business model que je préfère par rapport à la gestion de patrimoine, ça va être de l'accompagnement et du conseil. Ouais. Parfait. Et la deuxième partie, ça va être vraiment sur les aspects réglementaires, la fiscalité, la gestion de patrimoine et Bitcoin en France. Donc on va commencer par le contexte financier, la question étant dans quel système financier sommes-nous ? Donc aujourd'hui on est dans un système fiat. Depuis 1971, c'est la date la plus importante selon moi. En 1971, le président américain Nixon, il décide de désindexer le dollar à l'or. Donc depuis 1971, les monnaies fluctuent et on parle de fiat quand on parle de monnaie de gouvernement par simple décision. La monnaie n'est plus adossée à des métaux précieux ou à de l'or ou à quelque chose de concret. Là, donc elle est créée par les banques centrales, imprimée en quantité illimitée. Il faut bien retenir cette information parce qu'on va la mettre en comparaison de Bitcoin qui est limité en quantité. Donc on sait que quand les quantités sont illimitées, l'impression monétaire dévalue la monnaie, c'est le principe de l'inflation, on connaît très bien. Et donc ça dévalue la monnaie des citoyens, des investisseurs, etc., de nos clients, de nos futurs clients. Là, je vous ai mis un graphique qui compare la courbe des inégalités aux États-Unis. C'est assez intéressant de voir que depuis 1971, on a la courbe des inégalités qui augmente après cette prise de décision. C'était vraiment juste pour mettre en contexte. Ensuite, je vous mets un premier article qui décrit Bitcoin comme l'actif le plus performant depuis 2009, depuis la dernière décennie. Et on a en dessous un tableau de performance. N'hésitez pas à me couper, si vous avez des questions, on est là pour ça. Le tableau de performance, c'est BlackRock qui l'a fait. BlackRock, c'est le plus grand gérant d'actifs au monde. Et il a pris de 2013 à 2023 les principaux actifs financiers. Et on peut voir dans les carrés noirs, c'est BTC, c'est Bitcoin, qui surperforme tous les actifs. Après, je vous ai mis la répartition des richesses. Donc on peut voir ça un peu comme la capitalisation de tous les plus grands actifs. Donc on voit ici Bitcoin. Bitcoin qui est capitalisé, là les chiffres ils sont pas à jour, c'est 400 milliards, aujourd'hui c'est 800 milliards. Mais dans tous les cas, c'est une goutte d'eau comparée au reste des actifs financiers. On a l'immobilier à 330 trillions, les obligations à 300 aussi, les actions qui sont à 115, l'or qui est à 12 trillions. Donc Bitcoin c'est vraiment une toute petite, c'est une goutte d'eau, c'est rien du tout. On verra qu'on pourra imaginer plus ou moins sans faire de la spéculation, mais que si une toute petite partie, on va dire de l'or ou de l'immobilier qui se transfère vers Bitcoin, voilà, il y a des marges qui peuvent être assez importantes. Alors là, on va venir vers le document le plus important quand on parle de Bitcoin. C'est un document qui a été, c'est le livre blanc qui est sorti en 2009
par le créateur de Bitcoin, qui s'appelle, on appelle ça un white paper, donc c'est le livre blanc. C'est un document officiel de 9 pages où l'inventeur explique qu'est-ce qu'il a essayé de créer, les technologies qu'il a assemblées pour créer Bitcoin. Donc en général, voilà, il y a des gens qui vont parler de Bitcoin, ils vont même pas parler de ça. Je trouve ça ridicule, c'est des fondamentaux, c'est la base. Pour définir Bitcoin, je me suis entraîné devant ma mère et mon père pour faire la conférence. Merci. Et du coup, ils posent des questions qui sont absolument lunaires, mais il n'y a pas de questions bêtes. C'est juste que ça fait réfléchir et j'y avais pas pensé. Ma mère, elle me demande qu'est-ce que ça veut dire Bitcoin. Ouais, c'est vrai. Dis-moi, le mot décompose le mot. Donc, on coupe en deux. Les bits, ce sont ça fait référence à la plus petite unité de données dans le système binaire utilisé en informatique. Donc, on va dire que c'est du code informatique, c'est du langage informatique. Coin, en français, ça peut être traduit par les pièces. Donc on peut comprendre ici argent digital. Donc ça m'a fait réfléchir quand elle m'a dit ça. C'était marrant, on m'avait jamais posé la question comme ça. C'est con que Nakamoto ne l'ait pas dit au départ. Il aurait pu le dire. Il aurait pu le dire, peut-être qu'il dit quelque chose à peu près similaire. Donc lui, sa définition, là c'est la traduction française que je vous ai mise. Un système de paiement électronique pair à pair. Pair à pair, ça veut dire de personne à personne sans intermédiaire. Pas de banque, pas d'institution. J'échange de la valeur. C'est la première fois qu'on peut échanger de la valeur directement. C'est comme de l'argent liquide. Ça a toutes les propriétés de l'argent liquide, mais en digital. Ce qu'il faut comprendre avec Bitcoin, c'est que en anglais, on parle de permissionless et open source. Donc, permissionless, ça veut dire sans besoin d'autorisation. Tout le monde peut utiliser le Bitcoin. Il suffit d'une connexion Internet, un ordinateur, enfin, il y en a qui le font même avec des téléphones, et c'est tout. Open source, le code informatique, parce que, ah oui, ça c'est important de dire, Bitcoin c'est du code informatique. Le code informatique est open source, c'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès, peut travailler dessus, peut reprendre le code, essayer de créer un autre truc, etc. Open source, c'est extrêmement important. Ça en dit long sur la philosophie qu'il y a autour de Bitcoin. Ensuite, une des informations les plus importantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bitcoin est limité à 21 millions d'unités. Et on n'aura jamais plus de 21 millions. On va voir tout au long de la présentation comment ça se matérialise. Mais ça, il faut retenir, 21 millions, il n'y en aura jamais plus. Et 21 millions de quoi, vous aurez d'unités. D'unités. Un Bitcoin, D'accord. 21 millions, pas plus. Un Bitcoin, aujourd'hui, ça vaut 43 000 €. Un seul Bitcoin. Et ça, c'est mon père qui m'a posé cette question et j'avais oublié de l'expliquer, donc je vais le dire directement maintenant. On peut acheter des Bitcoins pour des fractions de Bitcoin. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir 43 000 € pour acheter un Bitcoin. Un Bitcoin est divisible jusqu'à la 8e décimale. Donc je peux acheter pour 100 € de Bitcoin, 300 € de Bitcoin, etc. Le ticket minimum, du coup, ce serait quoi? Il n'y a pas de ticket minimum. Si tu veux... Mais on peut... 50 €, c'est possible de rentrer tous les mois. Bien sûr. On verra que c'est d'ailleurs la stratégie personnelle pour quelqu'un. C'est le DCA. Tous les mois, ça lisse le prix. On verra que c'est ce qui surperforme tout. On le sait en finance, la gestion passive, elle surperforme la gestion active. Plutôt que de payer des fonds d'investissement qui se prennent des frais. Un DCA tranquille et on y va. Il y a un gros mythe autour de l'inventeur de Bitcoin. Parce que comme je vous ai dit là, je vous ai donné Satoshi Nakamoto, mais ça c'est un pseudonyme. On sait que c'est pas une réelle personne. D'accord. Donc là, il y a un gros mythe autour de ce personnage-là. On parle presque de l'Immaculée Conception, il y a toute une philosophie presque religieuse à côté de Bitcoin. Je vais pas rentrer dedans, mais c'est important de comprendre que il s'est fait, il a disparu. Il a arrêté de répondre sur les blogs internet à partir de 2011 parce que il y a des gens qui travaillent autour de Bitcoin et qui ont commencé à parler avec la CIA. Il le traquait. Il le traquait. Non. Quand je dis travailler sur Bitcoin, c'est que quand il a offert au monde ce protocole, il a lancé le protocole en 2009. Il y a des gens qui ont commencé à regarder, à comprendre, machin, à l'utiliser, et ils ont voulu participer, comme là je suis un peu en train de le faire, c'est comme participer dessus. Et ces gens-là, ce ne sont pas le créateur. Ils se sont appropriés cette technologie, mais ce ne sont pas le créateur. Et il y a une personne qui a dit « Ah, mais il y a la CIA qui m'a contacté, ils veulent que je leur explique, un peu comme je fais aujourd'hui, ils veulent que je leur explique Bitcoin. »
l'inventeur de Bitcoin, quand il a su ça, il a disparu complètement de la circulation. Ce qu'on fait quand la CIA met l'or quelque part, en général, c'est pas trop bon. Je vais pas rentrer dans ça, mais en tout cas, il a disparu à ce moment-là. Il a refait une apparition quelques années après, parce qu'il y a quelqu'un qui se faisait passer pour le créateur. Il a dit non, c'est pas cette personne, et c'est tout, et il est reparti. Voilà. Je voulais parler de la date de lancement aussi. La date de lancement, elle arrive en 2009. Le timing, il est pas anodin. Il lance ça après la crise des subprimes, et on verra que c'est après un ras-le-bol de la finance traditionnelle, des banquiers, etc., qui ont fait n'importe quoi, qu'il a lancé ce protocole. Je vais revenir. En quelle année, vous dites? En quelle année? 2009. 2009. Un an Ouais, après après 2009. le prime de 2009, d'accord. ok. Exactement. Donc, je voulais parler un petit peu des cypherpunks. Donc, en fait, là, je vais faire la préhistoire de Bitcoin. Donc, j'ai dit Bitcoin, ça a commencé en 2009, mais ça sort pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans de travaux avant Bitcoin, les gens oublient. Il y a 40 ans de travaux avant Bitcoin qu'on va voir où voilà, on a des gens qui sont identifiables, qui ont travaillé sur des technologies qui ont été utilisées dans Bitcoin. Je veux juste préciser avant que Bitcoin est souvent considéré comme la dernière vraie crypto-monnaie, car il fonctionne sans intermédiaire, ce qui les distingue des autres projets. C'est pour ça que quand j'ai discuté avec toi par message, au début je voulais parler des crypto-monnaies, de parler de tout l'écosystème. C'est mieux de se concentrer déjà sur Bitcoin, de comprendre Bitcoin. En termes déjà de capitalisation, c'est plus de 50% du domaine qu'on peut appeler les crypto-monnaies. Donc là on va parler que de Bitcoin. Donc dans les années 90, on a un groupe de militants de la confidentialité. C'est-à-dire que c'est des cryptographes qui travaillent sur la cryptographie. Un des cypherpunks les plus célèbres, c'est Phil Zimmermann, qui a créé PGP, c'est ce qu'on utilise pour l'encryptage de nos emails notamment. Donc pour pas que nos emails soient réceptionnés par des attaquants, il y a juste celui qui envoie l'email et celui qui le reçoit qui peut déchiffrer l'email. Donc ça, c'est une des technologies qui est utilisée. Ensuite, on a Hal Finney, je vais parler de lui, mais en fait, il a travaillé avec Zimmermann sur cette technologie-là. Hal Finney, il est très important, on va le voir plus tard, il peut être considéré presque comme le co-inventeur. Ensuite, on a Adam Back qui est ici. Adam Back, il est connu pour avoir travaillé sur la preuve de travail. Preuve de travail, vous allez voir, je vais le répéter plusieurs fois dans l'intervention, c'est extrêmement important. C'est une des technologies justement qui est adoptée sur Bitcoin. Ensuite, on a là Nick Szabo. Nick Szabo, il a travaillé sur les contrats intelligents. On verra plus tard aussi l'importance de cette technologie-là dans Bitcoin toujours. Et en plus, il a travaillé, ça c'est assez important, assez marrant, sur une crypto-monnaie dans les années 90 qu'il n'a pas lancée. C'est resté dans l'aspect théorique. D'accord. Il y avait tout qui était prêt, mais il l'a pas lancé. Et ça s'appelait BitGold. Donc c'est pas très loin. Dans certains interviews, il se trompe, il dit Bitcoin. Bon bref. C'est vraiment pour vous dire que le mythe, il n'existe pas vraiment dans le sens où on sait à peu près les gens qui ont travaillé autour de cette technologie. Ensuite, on a Julian Assange, qui est plus important sur l'aspect politique et philosophique de Bitcoin. Julian Assange, est-ce que vous voyez qui c'est? Est-ce que vous avez déjà vu sa tête quelque part? Non? Alors du coup, Julian Assange, il peut être considéré comme le plus grand lanceur d'alerte de l'histoire. Donc il a créé Wikileaks. C'était une sorte de média qui permettait de faire fuiter et de mettre en avant des pratiques notamment gouvernementales cachées au public. Un autre lanceur d'alerte un peu dans la même gamme, c'est Edward Snowden, qui nous a appris qu'on est sur écoute avec nos téléphones, ce genre d'informations-là. Il a aussi sorti les Spy Flies. Les Spy Flies, ils ont révélé l'étendue de la surveillance mondiale. La surveillance mondiale, les caméras, etc., mettant en lumière la violation des droits de l'homme. On verra pourquoi ça a de l'importance. J'ai mis un petit rapport avec l'actualité, parce que ça, personne n'en parle, et moi ça me travaille un peu. C'est la Commission européenne qui a décidé en 2023 de faire passer une identité numérique. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on aura un petit badge où on aura tout dessus, la carte d'identité, le permis de conduire, nos données bancaires, enfin, c'est absolument... en termes de liberté, c'est catastrophique. Donc, c'est appliqué à 200%. On sera appliqué, ouais, exactement, ça fait peur. Tout ça, pas très démocratiquement, on va dire.
Je voulais juste parler de Wikileaks parce que lui, ça fait plus de 10 ans qu'il est en prison, juste pour avoir essayé de nous aider. Pourquoi c'est important par rapport à Bitcoin ? En 2011, le gouvernement américain, avec l'aide du système SWIFT, a ordonné à tous les systèmes de paiement et toutes les banques de couper Wikileaks du système financier. Donc plus de compte bancaire, plus rien, plus d'argent, mort. À ce moment-là, ils ont reçu des dons de Bitcoin. Donc c'est pour montrer l'incensurabilité et l'alternative que ça peut être. Donc il y a un côté un peu plus sombre de ces groupes de cypherpunks là, des années 90, c'est que dans ces cypherpunks, il y en a certains qui font partie d'un courant libertarien qui est transhumaniste. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on va pouvoir être immortel, que la technologie aura beaucoup plus d'importance dans les années à venir. Et pourquoi c'est important par rapport à Bitcoin ? Parce que ces gens-là, il y en a beaucoup, comme le cofondateur, comme j'ai dit, Alfiné, qui a décidé de se faire cryogéniser à sa mort. Donc cryogéniser, c'est-à-dire vous me mettez dans une sorte de capsule gelée, et peut-être que dans 200 ans, on me ramène à la vie. Voilà. Pourquoi c'est important par rapport à Bitcoin ? Parce que ces gens-là, ils pensaient à l'immortalité et voulaient créer également une monnaie qui soit immortelle. Donc, j'aimerais bien que dans 200 ans, quand je me réveille, j'ai toujours mes fonds, et si ça peut prendre la valeur, c'est encore mieux. Donc c'est un peu de la spéculation, c'est moi qui ai fait des recherches, etc. Mais je trouve que ça parle. On est bien d'accord que le mec qui a créé le Bitcoin, il a disparu du marché, mais c'est pas pour autant qu'il s'est fait lobotomiser et mis dans une boule. Ah, on sait pas. D'accord. Ça peut porter à tous les mythes. Al Gore aussi, le créateur d'Internet, il s'est fait cryogéniser, il fait partie de ce courant-là, transhumaniste. C'est lui, Alfiné, celui que je vous parle depuis tout à l'heure, qui est plus ou moins le co-créateur, dans le sens où c'est lui qui a reçu la première transaction de Bitcoin, en 2009, et qui avait travaillé sur les technologies de PGP, sur l'encryptage. Ah oui, pourquoi je voulais parler de lui ? Aussi parce que il y avait deux visions de Bitcoin. C'est-à-dire que l'inventeur anonyme, il voyait que Bitcoin pourrait être un moyen d'échange, système de paiement, qui remplacerait plus ou moins l'euro, etc., les monnaies traditionnelles. Et lui, Alfiné, il voyait pas ça comme ça. Il pensait que Bitcoin deviendrait une sorte de réserve de valeur, un peu comme l'or, et donc sa place définitive serait plus ou moins de finir dans les réserves des banques centrales pour backer l'économie. On vient à la proposition de valeur de Bitcoin, et là, il va falloir un peu s'accrocher parce que c'est un peu technique, mais on va y arriver. Il y a deux choses par rapport à Bitcoin. J'aime bien parler de Bitcoin avec un grand B majuscule. On parle de la blockchain Bitcoin. Qu'est-ce que la blockchain ? C'est un registre distribué des transactions. Ça peut être vu comme un grand livre comptable. On note toutes les transactions, la date, etc. La date, l'heure, ce qu'on appelle l'horodatage, pour garder une copie de tout ce qui s'est passé depuis 2009. Comme on voit, le blockchain, ça peut être pareil que les ordres de virement permanents qu'on a avec les organismes bancaires. Oui, on voit l'heure, etc. C'est ça. Ouais. Ce qui est bien, c'est que c'est décentralisé, mais on verra pourquoi. Ensuite, je parle de Bitcoin. Bon, j'ai pas réussi à générer l'image avec un B minuscule, je sais pas pourquoi il voulait pas, mais on peut parler de Bitcoin aussi avec un petit b, et là, dans ce cas-là, on parlera de la crypto-monnaie, ou des coins, des pièces digitales qui transitent sur la blockchain. Donc aujourd'hui, on trouve de la monnaie Bitcoin ? Non, on ne trouve pas. C'est-à-dire ? Ça. En physique, non, ouais, c'est bien de elle le est jolie dire. en plus. Hein. Elle est sympa. C'est bien de le dire, mais oui, il n'y a pas de pièce physique. Si on vous en vend, c'est de l'arnaque. Donc, comme j'ai dit, Bitcoin a été créé principalement comme une alternative aux monnaies traditionnelles. Aujourd'hui, moi, c'est mon avis personnel, que Bitcoin n'est, en tout cas pour les pays riches comme nous, on l'utilise pas pour transiter comme la monnaie. Mais par contre, il y a une fonction de réserve de valeur, on verra, qui peut être très importante. Je voulais préciser aussi qu'elle est devenue monnaie légale dans un pays, et c'est le Salvador, qui l'a définie comme monnaie légale. Donc elle sert d'unité de compte là-bas, donc elle a toutes les fonctions de la monnaie, moyen d'échange, réserve de valeur et unité de compte. Je veux juste préciser que derrière Bitcoin, du coup, il n'y a pas de CEO, il n'y a pas de levée de fonds, il n'y a pas de boîte, c'est un réseau distribué, mais il n'y a pas d'entreprise. C'est plus faut le voir plus comme une technologie, comme Internet, par exemple. En sachant qu'aujourd'hui, combien de sociétés françaises ont un compte Bitcoin ? Il n'y en a pas une ? Si ?
est-ce qu'ils ont des bitcoins dans leur Ouais. réserve, dans leur trésorerie, Ou etc. éventuellement pour s'acquitter de certains paiements. Pour payer Ouais. avec, il doit y en avoir, mais je pense que c'est pas forcément. Il y en a qui doivent payer leurs salariés comme ça, mais quand on comprend, et on va voir plus tard, quand on comprend la fonction de réserve de valeur, on n'a pas envie de payer avec quelque chose qui a la plus grosse réserve de valeur. D'accord. On va utiliser On nos euros, se garde, d'accord. pour faire les transactions. Ok. Et on garde ça en L'or, réserve. c'est un peu comme l'or. C'est l'or de demain. C'est de l'or digital. C'est souvent, vous allez voir dans toute la présentation, c'est souvent comparé à l'or, même dans le vocabulaire. On parle de minage, vous allez voir, donc c'est un peu, faut le voir comme ça. Un point positif, c'est que par rapport aux frais de transaction, Bitcoin est plus rapide, moins cher que le système financier traditionnel, il y a moins de friction, l'empreinte carbone est largement inférieure quand on compare Bitcoin au système de paiement traditionnel, donc aux banques, etc. Et le plus important, Bitcoin est déflationniste par essence, comparé à notre monnaie traditionnelle qui est inflationniste, et très inflationniste. Donc là, je vous ai mis un petit graphique de l'inflation cumulée. Donc on voit encore le point d'inflexion, c'est 1970, l'inflation cumulée. Donc ça, vous le verrez pas dans les médias mainstream, etc. On va vous parler de 5% d'inflation. Donc voilà. Je connais conneries que ça. Et on se... Exactement. C'est pas mal ce truc d'inflation. Ça parle. Ça parle et ça sert, c'est un bon argument. Ah, complètement. Là, vous avez un billet américain, de dollar américain. Comment ça 100% à quelle date là? Là, on commence en 1920. Je pense qu'on est même avant, on doit être en 1913. Une des dates importantes aussi, c'est 1913, c'est la création de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine. On voit là la baisse, c'est vraiment parlant, la baisse de pouvoir d'achat sur un billet américain. Ça, c'est la baisse de pouvoir d'achat. Le dollar, il perd 95% de sa valeur sur les 100 dernières années. Alors là j'ai un petit exemple. Si on s'imagine, pour l'achat d'une maison, si on voulait acheter une maison en 1913, pour 20 000 €, on avait une petite maison. Aujourd'hui, cette même maison, elle vaut 200 000 €. Donc ça, on se le représente assez bien, l'inflation de notre monnaie. À l'inverse, si on prend des bitcoins, si je voulais m'acheter cette même maison en 2015, il m'aurait fallu 500 bitcoins. Pour l'acheter aujourd'hui, il m'aurait fallu seulement 5 bitcoins. Donc en fait, c'est exactement le raisonnement inverse. Inflation, déflation. Et bien sûr. Ouais. On compare beaucoup à l'or, le bitcoin. Ouais. Pourquoi on le compare à des monnaies traditionnelles qui n'ont pas du tout le système de fonctionnement? L'inflation, c'est pas une mauvaise chose à long terme pour les États et pour les institutions. Ça marche bien, alors attends. globalement. Moi, je suis d'accord avec la comparaison. Là, il y a deux questions. Ok. La comparaison avec l'or. Un système de rareté numérique, on ne peut jamais générer de l'or, on ne peut pas générer de bitcoin. Ouais. Donc forcément, la rareté va faire la valeur. Ouais. La quantité en circulation, elle s'indexe à chaque seconde, elle change. Ok. Donc que tu génères de l'argent ou pas dans le temps, ça marche. Globalement, on a toujours autant confiance en le dollar 200 ans après. Toi, t'as confiance au dollar quand tu vois le pouvoir d'achat de ça? Tu vois, il n'y a qu'à voir la capitalisation, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire? Si je valorise même en bitcoin l'économie américaine qui se valorise en dollars, ça marche très bien. Le dollar marche très bien, l'euro marche très bien. Alors, certes, ils n'ont plus la même valeur. j'essaie de comprendre ce que tu essaies de dire. Oui. En fait, c'est parce que tu mesures le système avec une monnaie traditionnelle. Si tu mesures le système, tu changes de paradigme et tu prends l'étalon Bitcoin, tous les actifs, pas juste la monnaie, tous les actifs tendent vers zéro par rapport à Bitcoin. Oui, mais de la même façon que si tu compares avec de l'or, Non, l'or, si tu regardes l'or suit l'inflation. Mais vous avez 12 ans, ça fait 15 ans que ça existe le Bitcoin. Ouais. Le problème, c'est pas représentatif. Si je prends les 15 ans où ça monte, ça marcherait aussi. Les 15 ans où ça monte de l'or. Il faudrait avoir 200 ans d'histoire de Bitcoin pour pouvoir comparer comme ça. Ça peut marcher en tant que rareté numérique pour comparer avec de l'or, mais comparer avec une monnaie traditionnelle type dollar ou euro, on parle de très longue période d'histoire, l'inflation. Alors tu peux regarder si tu veux
J'ai mis dans la présentation, tu vas voir, la comparaison avec l'euro. L'euro, c'est là que depuis 99, le temps que ça se mette en place, c'était 2004, 2005, etc. Donc on va prendre, tu vas voir, de 2015 à maintenant. Et tu vas... C'est pas les mêmes fondements. 2015. Le franc, c'est des monnaies nationales, il y a besoin qu'il y ait une inflation. Quand on prend de 2015, quand on prend l'euro de 2015 à aujourd'hui, je parle pas du franc français, hein. L'euro de 2015 à aujourd'hui, la quantité de monnaie en circulation dévalue. En fait, c'est simple. Si tu mets... Je suis d'accord avec toi. Ok, donc on est d'accord sur ça, mais bah, Non, je dis juste que la comparaison avec des monnaies nationales, on fait beaucoup quand on défend le Bitcoin. Je trouve que c'est pas toujours pertinent. Je pense que c'est beaucoup plus pertinent de la comparer à de l'or qu'il y a des monnaies traditionnelles qui n'ont pas vraiment de grosses critiques à recevoir, parce que les économies ont très bien fonctionné avec sur cette période. Très bien fonctionné. Alors, il y a une crise bancaire et financière tous les 7 ans depuis 1913. Il y a eu 20 crashs en 12 ans sur le Bitcoin. Ah, tu vois ça comme ça. Je veux dire, voilà. Alors, alors là, tu parles de la volatilité. Après, je vais continuer, mais j'aime bien. Là, tu parles de la volatilité, des crashs, etc. Machin. La volatilité et les crashs, tu les subis que si t'es sorti. Si t'es rentré en 2010 et que t'es encore là en 2014, t'as pas de crash. Ensuite, je parle rapidement du fait que Bitcoin redéfinit la propriété privée. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand ils ont fermé les comptes de Wikileaks, ils n'avaient plus accès aux comptes bancaires, donc là c'est une privation de propriété privée. Il a pu être financé et avoir des dons de Bitcoin. Parce que c'est incensurable. Si on prend une situation un peu politique en ce moment, avec la France et le Canada notamment, la France, on a la loi Sapin 2, on a plein de choses qui commencent à se mettre en place pour plus ou moins juridiquement être prêt à mettre la main sur les richesses des Français, hein, les assurances vie qui peuvent être gelées, des trucs comme ça. Loi Sapin, loi Sapin 2. Je pense que les clients ils aiment pas trop ça d'ailleurs. Je fais aussi l'exemple avec les oligarques russes. On pense ce qu'on veut. Les oligarques russes, ils se sont fait fermer tous leurs comptes en France, tous leurs biens. Donc c'est une attaque sur la propriété privée. Ils ont eu des bitcoins inattaquables. Le Canada, fermeture des comptes. On est d'accord que le bitcoin est inattaquable. Inattaquable. Insaisissable. Insaisissable. Donc demain, je vais voir Poutine, je lui dis, t'es un gros connard, t'as rien compris à la vie, moi je te demande toute ta fortune, je vais te la mettre en bitcoin et tu seras pas suivi, il va me suivre. Pas toute la fortune, mais une partie. Bien sûr. Faites-moi bien les mots et je prendrai un rendez-vous avec Poutine en Russie et va rapidement. Ok. D'ailleurs, je pense que Poutine il a compris. Je vais pas rentrer dans de la spéculation, mais on a des chiffres sur la puissance de calcul des mineurs de Bitcoin. Sans aller trop loin, on a vu une augmentation de la puissance de calcul énorme, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc on sait que c'est un gros état, mais on ne sait pas lequel. Donc voilà, peut-être Poutine. Là, j'ai mis une petite vidéo qui va parler du minage. Donc là, on rentre sur la partie technique du fonctionnement de Bitcoin. Lorsque le Bitcoin a été créé pour la première fois en 2009, le minage de crypto-monnaies était extrêmement rentable. À l'époque, un mineur recevait 50 BTC pour résoudre un problème cryptographique, ce qui valait environ 6 000 $. Les ressources requises pour le minage de crypto-monnaies étaient minimes, donc pour les mineurs, la plus grande partie de la récompense était un pur profit. Au fil du temps, toutefois, la récompense du minage de Bitcoin a diminué pour éviter le phénomène d'inflation, et actuellement, la récompense est de 6,25 BTC. Pendant ce temps, le prix du Bitcoin a augmenté, donc 6,25 BTC valent actuellement plus de 300 000 $. Mais aussi, le coût de minage de Bitcoin a énormément augmenté car la concurrence s'est accrue. Donc aujourd'hui, il est absolument nécessaire de disposer de systèmes performants pour miner. On va reparler du minage. Juste avant ça, je voulais vous montrer ça parce que je trouve que ça parle. Qui détient des bitcoins dans le monde? Donc on voit que la plus grande partie des détenteurs de bitcoin, ce sont des individus. Donc ça témoigne de la décentralisation du protocole. Ensuite, il y a plusieurs choses qui sont assez importantes. Je vais commencer par le créateur. Satoshi Nakamoto, donc le créateur, il a une adresse. Il faut savoir que dans la blockchain, tout est visible. Donc on peut voir son adresse qui est immobile depuis 2009, où il a 800 000 bitcoins. Ils n'ont pas bougé une seule fois depuis 2009. Donc là encore, par rapport au mythe de l'inventeur, il y a plein de choses, de spéculation, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est important à savoir.
Pour moi, quand je fais la liste des choses négatives sur Bitcoin, pour moi, c'est une chose négative. Pour certains Bitcoiners, c'est la meilleure chose qui soit arrivée. Une très très grosse partie, là c'est très important, perdue. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de service après-vente. On perd ses Bitcoins, personne ne peut nous aider. On perd sa phrase de récupération, je vais vous dire ce que c'est plus tard. On perd l'accès à ces Bitcoins, personne ne peut vous aider. C'est perdu à jamais. Ouais, il y avait eu un truc il y a cela quelques années. Ouais. Justement, qu'il y a des gens qui ne rêvaient pas à retrouver leur... Ouais, qui cherchaient dans les bennes. Ouais. Donc ça, c'est assez important. Et alors, ok, cette fortune que personne ne peut retrouver là où? C'est perdu. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, nous, on vit dans un système financier où la monnaie est inflationniste illimitée. Là, quand on perd des bitcoins, ça fait le phénomène inverse. Ça rajoute de la valeur aux bitcoins existants. Donc ça, c'est important. Par exemple, on verra sur la deuxième partie sur la succession. Moi, je vais vous apprendre comment on peut anticiper la succession avec nos bitcoins pour nos clients et pour nous-mêmes. Mais il y a des gens qui sont bitcoiners maximalistes et qui disent non, moi je veux mourir avec mes bitcoins, j'ai pas forcément d'enfants, de famille, etc. Et ça va apporter plus de valeur à ceux qui restent. Donc on est bien d'accord, quand on souscrit des bitcoins pour le compte d'un client, il faut bien qu'on le prenne son code pour les récupérer après. Non. Vous allez voir, moi ma façon de conseiller, c'est que les clients soient le plus autonomes possible. D'accord. 19 millions qui ont été minés, il en reste 2 qui sont minés. Là, on voit la partie qui reste à miner. On verra que le minage, c'est ce qui correspond plus ou moins à la politique de création monétaire de Bitcoin. Elle est encodée, les règles sont fixées. On sait combien de Bitcoin et dans quelle fréquence ils vont être minés, comme vous avez pu voir sur la vidéo. Et la grosse partie qui me parle le plus, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, et je les mets tous dans la même case, c'est les entreprises, les fonds d'investissement et les gouvernements. Donc on entend souvent dans les médias plein de choses négatives autour de Bitcoin. Ces gens-là, déjà, ils travaillent ensemble, les fonds d'investissement, les grandes entreprises et les gouvernements, et ils détiennent une part non négligeable de Bitcoin. Ça, c'est à noter. Donc le minage, ça correspond au processus de création de nouveaux Bitcoins, et il permet de sécuriser et de valider les transactions sur le réseau Bitcoin. Comme je vous ai dit, on entend souvent des comparaisons dans le vocabulaire entre l'or et Bitcoin. Le minage, là où l'or c'est vraiment on y va à la pioche entre guillemets, un mineur c'est quelqu'un qui a une pioche, un mineur sur Bitcoin c'est juste ça. C'est un ordinateur spécifique pour faire du calcul, de la puissance de calcul. Ensuite, on a une notion qui est assez importante, c'est la preuve de travail. La preuve de travail, moi j'aime bien parler de valeur travail. Donc là, j'ai vraiment juste essayé d'imaginer, ça ressemble pas du tout à ça le minage de Bitcoin. Là, ça ressemble plus à du minage d'or, mais juste que ça parle. C'est les ordinateurs qui sont là, c'est ce qu'ils font, ils travaillent. Donc qu'est-ce qu'ils font exactement les mineurs? Quand les utilisateurs de Bitcoin effectuent des transactions, ils s'achètent, ils se vendent des Bitcoins, chaque transaction doit être validée. Une fois qu'elles sont validées, elles sont rassemblées dans un bloc et les mineurs, faut considérer qu'ils sont en compétition constante pour avoir le droit de miner un bloc, de valider un bloc sur la blockchain. Ils se battent pour ça toutes les 10 minutes. Comment ça se passe en pratique? Les ordinateurs génèrent de la puissance de calcul. En fait, ils combattent pour trouver un résultat mathématique. Ils font du calcul. Lorsque un mineur a trouvé le résultat, il a donc le droit de valider ce bloc-là et de l'ajouter à la blockchain. Et il est récompensé financièrement par des bitcoins. Et c'est ça qui fait la création de nouveaux bitcoins. Ce mécanisme, il faut savoir qu'il fonctionne toutes les 10 minutes. Il y a un bloc qui est miné depuis 2009. Sans arrêt, 7 jours sur 7. Et donc, il y a une consommation énergétique. Il y a beaucoup de débats sur est-ce que Bitcoin est vert, etc. Ce qu'il faut comprendre avec le minage de Bitcoin, c'est qu'il y a une incitation économique à miner sur l'énergie la moins chère. Donc, moi j'aime bien parler de la main invisible d'Adam Smith, où en fait, cette économie-là, elle repose sur l'égoïsme des mineurs. Ils le font pas pour sauver la planète ou les pays pauvres, ils le font
parce que c'est une industrie, ils vont chercher l'électricité qui est la moins chère. Donc là, je vous mets une map des coûts d'électricité des mineurs. Je vais rouge, c'est plus cher, vert, c'est moins cher. Ou... Ouais, t'as raison. Allemagne, t'es en négatif. Et en plus, on verra avec les réglementations qui sont en train d'être entrées en vigueur, c'est catastrophique de miner en France ou en Europe. Ah si. En fait, il y a deux choses. Les 40% qui minent sur de l'énergie fossile, charbon, etc. C'est des endroits du monde où ils ont de l'énergie fossile en illimité. C'est-à-dire que, par exemple, ils sont copains avec le gouvernement, ou c'est carrément le gouvernement. Dans des pays où ils ont du charbon en illimité, ils s'en foutent, ils minent dessus. C'est bête et ils vont essayer de trouver, je pense, dans le futur, des énergies qui leur coûtent moins cher. Théoriquement, c'est bête de faire ça. Mais du coup, l'énergie la moins chère, c'est soit l'excès d'énergie, les barrages hydroélectriques, énormément. Vous verrez que je travaille avec une entreprise qui fait du minage au Paraguay. Donc le Paraguay, à la frontière Paraguay-Argentine, il y a plein d'eau, exactement. C'est le plus grand barrage au monde, il est là-bas. Donc il y a un excès énergétique. Ils peuvent pas, ils ont trop d'énergie en fait. Donc du coup, les mineurs de Bitcoin, les entreprises de minage, elles s'implantent ici. Ils négocient avec les gouvernements. Bon, vous avez de l'excès, dans tous les cas, c'est zéro. Moi, je vous la rachète le moins cher possible et je fais tourner mes mineurs. Ensuite, il y a un truc qui parle bien, je trouve. C'est quand on se demande est-ce que les gouvernements peuvent interdire Bitcoin. Il y a la Chine, en 2020, il me semble. Ils interdisent le minage de Bitcoin sur leur sol. Ils interdisent les échanges en Bitcoin. Ils interdisent tout. À ce moment-là, il faut savoir qu'il y a plus de 50% des mineurs au monde qui étaient en Chine. C'était énorme. Donc on aurait pu se dire que Bitcoin allait mourir. Ouais. Et pour comprendre vraiment, visualiser cette nouvelle industrie qui est l'industrie du minage, ils ont juste à mettre les ordinateurs que je vous ai montrés tout à l'heure dans des conteneurs. Merci. Dans des conteneurs comme ça. Et ils peuvent facilement se déplacer. C'est la seule industrie au monde où on peut débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher. Donc ils sont juste partis de la Chine. Et il y en a encore qui sont en Chine, mais bon, voilà. Mais voilà, c'est flexible. En fin de compte, on pourrait dire éventuellement par rapport à ce développement de cette monnaie, ouais. On pourrait très bien dire aussi que demain, le Bitcoin sera l'argent numérique de tous les trafiquants de drogue et d'armes. Non, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'on peut suivre les transactions. Ouais. C'est-à-dire que tout est visible. Ouais. Donc, quand on est trafiquant, quand on est un criminel, c'est le pire truc à faire que d'aller utiliser une monnaie qui est visible. Et je vous ai pas montré ça parce que j'avais pas envie de rentrer sur ce sujet-là, mais ça c'est une mauvaise conception de Bitcoin. Il y a à peu près moins de 0,5% des transactions qui sont utilisées par des trafiquants, etc. La monnaie qui est le plus utilisée pour ça, c'est le dollar. C'est un moyen de passer à quelque chose sans se faire voir, quoi. C'est ça. Moi, ça s'est plus fait au début que maintenant, je pense. Le Bitcoin. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont essayé et ils se sont fait retracer. Dans la structuration de ma future entreprise, j'essaie de me faire des bons contacts un peu de partout. Et en Suisse, la Suisse, c'est un pays qui est extrêmement avenant pour les crypto-monnaies, Bitcoin, etc. Et du coup, j'ai rencontré un détective privé de crypto-monnaies. Et lui, il se régale quand il a des criminels des gens qui utilisent Bitcoin, qui essaient de voler les gens avec les crypto-monnaies, etc. Lui, là, ce qu'il fait, c'est qu'on appelle ça démixer. C'est-à-dire qu'il retrace les flux. Alors ça, les gens, ils connaissent pas trop. C'est exceptionnel. Si vous avez des clients qui ont perdu des fonds, etc., vous me les envoyez. Et lui, il retrouve. Okay. Bon, tu parleras plus tard des plateformes sur lesquelles vous échangez les bitcoins ou... Ouais, un tout petit peu à la fin, sur la deuxième partie. Du coup, là on a parlé des mineurs, c'est le premier gros acteur. Maintenant on parle du deuxième gros acteur, c'est les nœuds bitcoin. Les nœuds bitcoin, ils permettent de valider également les transactions et ils permettent de vérifier l'authenticité des transactions et leur conformité aux règles du réseau.
C'est pour ça que tout à l'heure je parlais du fait que c'est impossible d'envoyer une transaction frauduleuse. Vous ne pouvez pas dépenser plus de Bitcoin que vous en avez. J'ai bien aimé générer celle-ci parce que vous pouvez imaginer que les tout petits points de partout, ce sont des nœuds de Bitcoin. Des individus qui ont des nœuds à la maison. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Donc ça, ce serait, on va dire, les nœuds. Et ça, ce serait les blocs ensemble, ils forment le réseau Bitcoin. Donc, à quoi ressemble réellement un nœud ? Un nœud, c'est ni plus ni moins que ces petites pièces informatiques. Ça coûte pas plus de 500 €. Donc du coup, c'est juste de l'assemblage très rapide, juste à brancher ça et ça, lancer un logiciel, ça prend 15 minutes et vous avez toute la blockchain, c'est-à-dire toutes les transactions qui se sont passées depuis 2009 sur votre nœud, et ça permet de décentraliser le protocole et de le renforcer par définition. Et également, il permet de renforcer la sécurité de vos transactions personnelles. Ça demande déjà un niveau de connaissance plus poussé. En technique, c'est pas compliqué. Mais ceux qui le font, c'est ceux qui ont vraiment compris la philosophie, qui ont travaillé le truc. Je vous ai mis la carte de répartition des nœuds Bitcoin. Donc ça, c'est seulement les nœuds qui sont déclarés. Donc on dit, moi j'ai un nœud à la maison, voilà, je le déclare. Et donc on voit qu'il y a à peu près un peu plus de 10 000 nœuds qui sont branchés dans le monde. Et on voit que c'est assez décentralisé, dans le sens où vous n'avez pas une seule entreprise qui a tout. Voilà, c'est un peu de partout, des individus. Énormément en Europe. Énormément en Europe, et la France en est 4e. Donc c'est quand même assez énorme, je trouve. On estime à peu près à 100 000 les nœuds qui ne sont pas déclarés. Il faut savoir qu'il y a énormément de pays dans le monde qui sont sous des régimes autoritaires. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est en France tranquillou. Mais du coup, eux, ils n'ont pas trop envie de déclarer qu'ils ont des nœuds Bitcoin, qu'ils utilisent du Bitcoin, etc. Leurs régimes sont pires que les nôtres. Comme je disais tout à l'heure, les nœuds sont surtout utilisés par exemple, les entreprises qui travaillent sur Bitcoin, les échangeurs centralisés, on verra ce que c'est, mais c'est comme des places de marché, des entreprises qui sont places de marché. Tous ces gens-là, ils ont envie d'avoir des nœuds pour mettre une couche de sécurité supplémentaire. Il y a une chose intéressante à comprendre sur Bitcoin, c'est qu'il y a un effet de réseau qui est énorme. Depuis 15 ans, il y a une adoption croissante et c'est pas à négliger. Quand on me demande souvent la valeur, etc., la valeur du réseau, c'est assez impressionnant. On a vu tous ces gens-là qui mettent de l'argent, du temps, de l'énergie. Ça renforce le projet. Donc en pratique, on va pas aller trop dans la technique parce qu'on n'aura pas le temps, mais lorsqu'un utilisateur effectue une transaction, celle-ci va être envoyée à tous les nœuds du réseau et il est impossible d'effectuer des transactions frauduleuses parce qu'elle sera rejetée. Il n'y a pas de faux billets. Voilà, j'essaie de faire une petite comparaison avec la finance traditionnelle, pas de faux billets, de hack de carte de crédit, de virement bancaire, etc. Et une fois qu'un bloc est ajouté à la chaîne, les informations qu'il contient, ça c'est hyper important, deviennent une partie permanente. Ça veut dire que c'est irréversible et immuable. C'est-à-dire que la transaction, elle est inscrite à jamais. Donc là, il y a une petite vidéo, je vais traduire avant. Ici, la fille, elle demande si c'est sur un ordinateur, est-ce qu'on peut faire des copier-coller de Bitcoin? On peut faire des copier-coller de quasiment tout. On peut pas parce que Bitcoin a, dans son protocole, comme j'ai dit, impossibilité de faire des transactions frauduleuses et le réseau va voir que cette transaction est frauduleuse et va le rejeter. C'est comme si elle a un puzzle et le truc, il rentre pas, c'est rejeté. Okay, but if it's on a computer, can't I just copy and paste? Not with Bitcoin. You see, there's a public record of every Bitcoin ever created. It's called the blockchain. It's like a puzzle, and each Bitcoin has its own unique shape. And because everyone has a copy of the public record, if someone tries to fake a Bitcoin, it won't fit the puzzle, and will be rejected by the network before anyone can use it. That's why Bitcoin is so safe from criminals and the government. You said criminals twice. And unlike dollars, which can be printed endlessly, there will only ever be 21... Donc Bitcoin est transparent mais anonyme, tout est visible sur la blockchain, mais à la place des noms et des prénoms des gens, on a des chiffres et des lettres. Les transactions, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles sont horodatées, ce qui permet de suivre toutes les transactions depuis 2009. On a fini la première partie.
Est-ce que vous voulez faire une petite pause, poser des questions? Moi, je vais pose en même temps les questions. Je te lance le café. Ah, merci. Cool. Sur la première partie que vous avez expliqué, quand on demande qu'on a les codes, les références, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les droits de succession du coup. Si. Si. Ouais. Nous, on est français. Les droits de succession, ils s'appliquent. L'État il va pas faire des cadeaux. Ouais, Mais techniquement, si vous voulez les éviter et pas déclarer, c'est le client. C'est sa responsabilité, mais moi, j'accepte pas de clients qui veulent les éviter. Il faut déclarer ses bitcoins. Le fait de plateforme ne va pas savoir si je suis mort ou si je suis pas mort. Oui. Quoi? Elle sait pas. Elle sait pas. Oui. Donc, on échappe bien à la succession. Parce que si Non, parce que les enfants n'en parlent pas, si les enfants au décès, ils disent rien, ils récupèrent les bitcoins. Ouais. Ah, c'est juste illégal. Mais techniquement, c'est faisable. D'accord. Mais c'est de la mauvaise foi. Non, parce qu'aujourd'hui, ils font tout pour tracer les transactions. Ils passent par des plateformes qui... Ils essayent de faire. Exactement. Tout ça. Exactement. J'imagine que tu en reparleras. Bien sûr. Mais c'est une bonne question. Vous dites que il n'y a pas le nom. Mais on va voir, ça dépend de comment on achète et où on achète. Aujourd'hui en France, avec la régulation, les entreprises qui veulent accompagner des clients pour acheter des crypto-monnaies, ils font le KYC comme les banques, comme tout le monde. Donc, cette adresse-là, elle correspond à ce client. Et là, il y a le nom. Et là, l'État, il peut y avoir accès. C'est ça que tu voulais dire? Oui, c'est en fait, quand tu l'as en clé en soi, si tu l'avais juste en clé, que tu gardais ta clé, il n'y aurait pas de souci, mais dès l'instant où tu fais la main, le fait de devoir les acheter quelque part, et surtout de devoir les revendre, ça implique de passer par ces plateformes qui sont... Exactement. De toute façon, on va conseiller les clients de faire preuve de bonne foi un maximum possible. C'est clair. Et de déclarer, et on verra, par exemple, la stratégie, c'est de faire des donations partage. Donner pour la plus-value. Donc ça impressionne. Sur du Bitcoin, faire de la donation entre l'usufruit et les propriétés. C'est pour ça que je viens, c'est qu'il y a une deuxième donc partie. on n'échappe pas au droit de succès, mais utiliser la fiscalité. Exactement. Ouais, en façon, c'est un outil aujourd'hui, c'est une monnaie qui peut servir à une vraie diversification en n'enlevant aucun droit légaux et en n'étant pas une fuite en avant à la spéculation et à la malversation. Et ni à l'évasion fiscale. Ok. L'avantage de ces plateformes, elles sont sécurisées suffisamment aujourd'hui. Il n'y a plus de risque sur les plateformes. Ah si, toujours du risque. Il y a toujours du risque, mais le risque, il est humain, toujours. C'est-à-dire l'entreprise à qui on fait confiance et le client, comment il fait son truc. Le plus gros risque, je vous ai montré tout à l'heure, le nombre de bitcoins perdus. Ça, c'est du risque humain. C'est parce que les gens ils ont perdu leur accès. C'est pas le protocole. Donc c'est le risque humain. Bien sûr, ok. Il n'y a pas un moyen pour récupérer ces bitcoins perdus? Si, je vais vous en présenter parce que justement, tout le monde ne sera pas capable de détenir ces... Tu parleras aussi de toi, tu m'en avais parlé dans la voiture, mais le système de stockage que tu recommandes et que tu préconises et qui permet... C'est toute la partie bien sûr. Une partie du risque. La variance, on pourra en reparler, je sais pas si t'en parles plus tard. Pas forcément, et j'ai peut-être pas le meilleur dans cette spécification, et surtout parce que moi je mesure tout en bitcoin maintenant, donc t'entendras jamais de ma bouche que l'inflation c'est bon pour l'économie, donc c'est bon pour les élèves. Malheureusement. Ça c'est un débat Keynes face à Hayek. Oui, mais Hayek il est très bien, mais ce système on l'a jamais vraiment vu. Et c'est bien que ça existe. C'est super bien ce que tu dis. C'est bien ce que tu dis. Hayek, on l'a jamais vu son système, c'est ça. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, c'est une monnaie privée. Il avait dit dans un interview de 1984, il dit ce qui serait bien, c'est de créer une monnaie avec un ordinateur qui est une politique monétaire fixe. Bitcoin. Pour faire de la philo 2 minutes, hein. C'est le principe de Machiavel, Keynes et Hayek. Hayek c'est de la perfection dans l'idéal, mais dans la situation, bien souvent on se rend compte qu'il y a Keynes. Je pense que c'est un juste milieu. C'est bien ce que tu dis parce qu'il y a des gens justement dans les bitcoiners maximalistes ou les libertariens, quand je vous ai parlé des cypherpunks,
eux, ils pensent que la société serait mieux sans gouvernement, ils sont à l'extrême de ça. Il y a certainement un juste milieu à trouver. Par exemple, la crise Covid, sous un Bitcoin standard, on ne peut pas survivre parce que il faut bien aider les gens, on ne va pas les laisser mourir, etc. Donc il faut de l'endettement, il faut imprimer du papier. Donc il y a certainement un juste milieu. Ouais. Et c'est du coup le fait d'avoir une monnaie qui soit privée, mais qui va pouvoir jamais échapper au contrôle de l'État dans une certaine mesure. Je ne te parle pas dans le contrôle de la monnaie, mais dans la taxation, dans la fiscalité, tout ça. Ça ne peut pas porter problème. Ça ne peut pas créer des problèmes à long terme. L'État ne peut pas se dire maintenant on n'a plus envie de Bitcoin, ou on va créer des alternatives institutionnelles comme l'Europe qui veut créer ses crypto-monnaies ou ces choses comme ça. Ça ne peut pas être des freins à le Bitcoin à un peu plus long terme. Je pense que c'est l'inverse. Tu sais, tu as une loi je crois que c'est de la métaphysique. Plus tu tires d'un côté, plus tu as la force inverse. Et quand les États essaient d'être autoritaires et de créer comme en Chine une monnaie digitale de banque centrale, qu'est-ce que ça fait? Des gens comme nous qui sont éveillés à la propriété individuelle, on se dit quelles sont les alternatives? Moi je ne veux pas utiliser une monnaie qui soit fondante. On me dit à la fin du mois, il faut que vous ayez dépensé, sinon vous n'avez pas. Oui, les crashs, ça, là, pendant les 15 ans qui ont, c'est la plus performante et une des plus volatiles aussi par rapport à sa performance. Elle est très très volatile. L'expérience. Tu dis que quand on ne sort pas, on n'a pas de problème, mais nous, les investisseurs, ils ont besoin de sortir. Quand ils ont besoin de sortir, c'est pas eux qui. Alors faudra sortir, mais tout ça, mais bien sûr. Ça fait mal de se dire, il y a une très grosse variante s'ils ont besoin de sortir, et pas s'ils sont dedans. Et je pense que c'est là où on a toute notre valeur ajoutée dans l'accompagnement des clients. C'est sur l'éducation et c'est sur la stratégie. Bitcoin, si vous en voulez, on va allouer une proportion. Il ne faut pas que ce soit de l'argent dont vous ayez besoin et que vous voulez sortir n'importe quoi. Diversification patrimoniale, c'est tout. Une approche différente. Et voilà, vous avez de l'immobilier, vous avez des rendus, vous avez du belles choses. Aujourd'hui, dans vos comptes de liquidité, il faut aller mettre du Bitcoin. Ok. Quelle proportion on s'en fout? 10-15% peut-être, mais c'est un moyen. Jusqu'à aujourd'hui, ça a fait toutes ses preuves. On ne sait pas si demain il n'y aura pas un gadin. Mais une chose, c'est que est-ce qu'on a un horizon de placement? C'est-à-dire que depuis que ça a été créé, ça donne une rentabilité moyenne annuelle de combien à peu près? Ah non, ça j'ai pas des. Ça a commencé à 5 centimes et ça vaut 40 000 aujourd'hui. En 15 ans. En 15 ans? C'est passé de 5 centimes à 40 000? C'est écrit dans ton tout premier tableau, si je dis pas de bêtises. Donc on est à quoi? C'est monstrueux. C'est monstrueux. Non, mais c'est incroyable, mais le truc c'est que ça, c'est pas... Celui-là c'est pas comparable avec le reste, on a 315 000%. Ici, là, en 2013, on a 5000%. Ouais, mais en cumulatif, voilà. On est sur 315 000% la courbe. La courbe, elle est intéressante. La courbe, elle est intéressante. Très intéressante. Vous pouvez nous la remontrer, la courbe? On a des périodes de bull run, des périodes de bear market, c'est ce que tu appelles les crashs, où on peut voir des moins 60%. Donc un client qui va moins 60%, s'il n'est pas éduqué, il pète un boulon. Donc voilà, mais en fait, à chaque fois, ça repart plus haut qu'avant. Voilà. Il y a une évolution. Et là, on est là. 2024. Je rentrerai plus dans les détails tout à l'heure. Est-ce que vous voulez que je commence la deuxième partie? Ouais. Moi, j'ai juste 2 petites. Ouais, vas-y. Ah, moi, je suis pas pressé. Dis-moi. Mais le fait que ça coûte cher en énergie, c'est pas une limite. Il n'y a pas des points négatifs là-dedans. Le fait que ça coûte, pour moi, c'est l'inverse, dans le sens où c'est ce qui fait en fait le consensus de ce qu'on appelle le consensus Nakamoto, le consensus Bitcoin. C'est cette notion de preuve de travail. Le fait qu'il y ait énormément de dépenses énergétiques, c'est-à-dire que si tu veux attaquer le réseau, il te faut dépenser des milliards et des milliards pour arrêter. Et c'est la barrière en fait. Donc pour moi, c'est la protection, le fait que. J'avais déjà lu un article qui montrait que c'était le même cours que la tech. Ouais. Le même cours que la technologie. En sextanta de gestion, et c'est les mêmes cours que. Quand tu dis la tech, c'est quoi le Nasdaq, les entreprises technologiques? Les entreprises tech. Ouais. Un cours Bitcoin à côté sur 5 ans ou sur 10 ans, on verra que c'est globalement la même courbe. Ok. Je sais pas si tu l'as en tête. Là, j'ai en 10 ans. Ouais. Et tu mets un Bitcoin à côté et on aura exactement la même chose à une variante. Ouais, je trouve que c'est extrêmement parlant
Et moi, ça me fait penser à ça. Donc ça, en fait, tu vois, la capitalisation de l'or, il y a une quinzaine d'années, elle était 50-50 avec les actions. Donc ça veut dire que les actions, et avec l'arrivée d'Internet en 2000, la technologie a pris le pas sur les autres actifs et les gens ont préféré détenir des actions technologiques. C'est l'arme de guerre, en tout cas la variante de l'innovation, c'est la technologie. Bitcoin, c'est une technologie. Donc ça parlait extrêmement bien. Ah, mais, ça m'a l'air, c'est les mêmes cours, mais je m'expose à moins de volatilité pour le même cours avec la fintech. Des entreprises technologiques, elles sont fortement dépendantes des gouvernements, de la législation, des politiques monétaires des banques centrales. Et là, la grosse part d'immobilier et d'obligations, c'est entièrement drivé par la politique monétaire. Les SCPI, les machins, les trucs, c'est des cycles, juste on appuie, on manipule les taux d'intérêt directeurs et donc t'es pas à l'abri, t'es dans ce système-là, même si t'as des entreprises technologiques. Il est pas encore à du marché, le Bitcoin. Il est pas loin. De la tech, le Bitcoin chute aussi. C'est pour ça que moi, je ne m'intéresse pas au prix. Le prix, je trouve que c'est une mauvaise information. C'est les fondamentaux, comprendre comment ça fonctionne. La réelle progression de Je suis d'accord, la tech, la technologie du Bitcoin est très bonne. Ouais, bah tu peux faire des... Si tu veux, moi j'en fais pas, mais si tu veux faire des projections, tu peux le faire. Moi j'en fais pas parce que ça m'intéresse pas de le faire. Mais si le prix t'intéresse, aujourd'hui, et c'est ce que je vous dirai plus tard, mais aujourd'hui c'est le pari asymétrique le plus important de notre époque. Un pari asymétrique, c'est-à-dire que tu mets une toute petite portion et tu peux t'attendre à des gros gains. Donc, en tant que gestionnaire de patrimoine, pour moi, c'est plus risqué de ne pas exposer nos clients à cette classe d'actifs que de les exposer. Ouais, ok. Ça me va. Ça serait considéré éventuellement comme un défaut de conseil pas de proposer. J'ai failli noter faute professionnelle. Il faut le vendre comme une diversification. Non. Et comme disait monsieur, en fin de compte, en ayant une proportion faible, qui peut vous rapporter beaucoup. Bien sûr, bien sûr. C'est notre chose. Voilà, opportunité. Ça se crée dans le temps. La durée, on ne la connaît pas. Mais tu vois, mec, je sais n'importe quoi. On voit l'exemple de notre client hier. Ah bah, j'ai vendu la maison, j'ai 370 000. Je mets 110 000 de travaux. Qu'est-ce que ce mec en a à foutre de mettre 15 ou 20 000 euros dans le Bitcoin, s'en fout. Tu vois, ça n'a pas de stabilité. Donc, il faut apporter ça comme un complément. Ouais. Je changerais juste, je dirais extrêmement long terme. Je dirais pas court moyen, je dirais extrêmement long terme. Long terme. C'est votre offre, hors digital. Peut-être que vous Pour la transmettez à retraite. vos enfants. Même pas, vos enfants. Ah, aux enfants. Moi, je le vois comme ça. Ah ouais, d'accord. Ok. Extrêmement long. Donc pour l'instant, j'achète et je veux pas toucher. Mais il y a des gens que je vous conseillerais qui Qui font peuvent être vraiment capables. de l'explication à ça revend tout le temps. Ah non. Surtout pas de trading sur Bitcoin. Ah d'accord. Surtout pas sur ça. S'ils font des ETF, c'est pour faire de l'achat-revente en partie. Ça, c'est pour viser du terme plus court. Tu fais pas un ETF pour viser du 30 ans. Je sais pas comment penser des ETF. Pour moi, c'est ce c'est ce qu'ils m'ont fait me dire. Ah, parce que vous avez entendu sur les journaux, etc., qu'il y avait des ETF. Garantie supplémentaire, une garantie sur le marché. Pour moi, c'est l'inverse de ce que je propose. C'est-à-dire que moi, je veux que le client soit le plus autonome possible et qu'il ait ses bitcoins. Quand tu as un ETF, tu n'as pas de bitcoin. Tu as une exposition. Après, il faut savoir que ces gens-là, moi, je les mets dans la même catégorie. Les fonds d'investissement, les banquiers, machin, JP Morgan, etc. Ces gens-là, ils achètent depuis 2015. Ils attendent maintenant pour créer des produits, mais faut pas être bête, hein, ils comprennent. Et d'ailleurs, c'est marrant de regarder BlackRock, leur communication par rapport à Bitcoin depuis 2016. De 2016 à 2022, Bitcoin c'est pour les criminels, c'est pas bien, c'est du Ponzi, si vous y allez vous perdez votre argent. Et là depuis un an et demi, on aime bien cette classe d'actifs, et t'as toute la communication qui change. Ok, donc on se lance sur la deuxième partie. Donc là, on va commencer sur comment se procurer des bitcoins, comment acheter et diversifier un portefeuille avec des bitcoins. Donc la première partie, c'est certainement la plus importante de l'intervention, c'est la sécurité. Et donc, je vous présente ici à l'image une clé Ledger. Je vais
vulgariser un peu en parlant que de Ledger, mais Ledger c'est une entreprise, on a d'autres qui font ce type de produit. Mais je trouve qu'en plus on est en France, c'est une entreprise française, ça parle mieux. Mais c'est pour se dire que ça c'est ce qu'on appelle un portefeuille froid, ça ressemble à ça. Un portefeuille froid, c'est pour stocker ses bitcoins hors ligne. On sait que quand on est connecté à Internet, ça rajoute des risques de hack, etc. Quand on est offline, voilà, on a son device à la maison, c'est offline, c'est son coffre-fort Bitcoin. Donc si on veut acheter Bitcoin, il faut avoir ça. Voilà. Faut avoir une clé. Un ordinateur, une connexion Internet. Il commence à minimum 79 euros. Le prix dépend de la capacité de stockage ou c'est... Capacité de stockage, après c'est de la communication, ça. Cette entreprise, ce qui est bien, c'est que vous pouvez interagir avec plusieurs blockchains. Là, je vous parle que de Bitcoin, il y a d'autres crypto-monnaies. Avec Ledger, on peut interagir avec plusieurs blockchains. Donc, Ledger, entreprise française, entreprise majeure sur ce secteur-là. Intermédiaire de confiance, on va dire, mais ça reste un intermédiaire. Donc, la Ledger, je vous montre une petite vidéo de à quoi ça ressemble, comment ça se passe le déballage. Donc là, vous avez votre device. Voilà, ça ressemble à ça. Le mec, tu vends ça comme un Apple. C'est vrai, très minimaliste. Très important ce qui vient de sortir. Petit papier pour noter sa phrase de récupération. Cette phrase-là, c'est ce qui est le plus important à comprendre de toute l'intervention pour accompagner un client et pour vous-même. Cette phrase que vous allez noter, c'est ce qui donne accès à vos bitcoins. Il faut essayer de comprendre conceptuellement. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. Vos bitcoins, ils sont pas sur ça. Vos bitcoins, ils sont sur la blockchain. Avec votre phrase, vous avez accès à vos bitcoins. Ouais. Sur la clé. Sans la clé. Si j'ai C'est-à-dire la sans la phrase clé. mais que j'ai pas la clé, je peux accéder à mon bitcoin. Exactement. Si vous avez la phrase, mais vous perdez la clé, vous rachetez une clé, mais vous avez la phrase, vous avez accès à vos bitcoins. D'accord. Et inversement, si j'ai pas ma phrase mais que j'ai ma clé, Si j'ai pas ma phrase, que j'ai ma clé, que j'ai déjà, je l'ai déjà installé, etc. J'ai mon code PIN, donc j'ai accès. Et si j'ai perdu ma phrase, je me les envoie sur une nouvelle clé où je vais noter mon nouveau mot de passe, etc. Alors, il y a des trucs. On peut le faire, d'accord. On peut faire. Ouais. C'est pas perdu. ok. Ça ressemble là. Une phrase de récupération, c'est des mots, c'est soit 12, soit 24 mots aléatoires. Donc là, il y a une technologie derrière. Mais voilà, c'est juste des mots. Et comment on fait pour l'avoir cette phrase? À l'ouverture de la clé, on l'allume, et c'est la première chose qui va se passer. La clé, elle va générer ce qu'on appelle une clé privée. La clé privée, vous allez pas la voir, mais ce qui donne accès à la clé privée, c'est la phrase de récupération. Et la clé privée, c'est l'accès à vos bitcoins. Et la phrase de récupération, on va la retrouver où? Et vous nous l'envoyez sur quoi? Ah non, la phrase de récupération, il va y avoir les mots qui vont défiler un par un, et là, il va falloir les noter. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. C'est un branchement USB. Ouais, USB avec le câble. Et pourquoi il y a la 79, une AC50-60? Parce que elle est plus grosse encore en capacité à... En capacité de... On peut mettre plus de blockchains différentes. D'accord. Pour interagir sur d'autres D'accord. crypto-monnaies. Ok. Je vous ai dit, il y a une clé privée, une phrase de récupération. Maintenant, je vais parler des adresses. Donc, il y a une adresse publique. L'adresse publique correspond à un IBAN, un RIB. C'est comme votre RIB de Bitcoin. C'est l'adresse publique. C'est une suite de mots, une suite de chiffres dont vous avez accès, que vous pouvez partager pour recevoir des Bitcoins.
Donc aujourd'hui dans le monde, si vous transférez des dollars, vous avez 3 personnes qui sont au courant, vous, moi et la CIA. C'est les 3 qui sont au courant. Dès que vous transférez un dollar, la CIA est au courant parce que la CIA contrôle le système de transfert qui s'appelle SWIFT. Donc vous avez 3 personnes qui sont au courant. Alors, il est bien évident qu'un système qui permet à la CIA d'être au courant de toutes les transactions qui se passent en dollars, comme la plus grosse partie du commerce international se passe en dollars, ça veut dire que ça permet à la CIA de savoir qui vend à qui, à quoi et comment. C'est-à-dire que c'est pas possible. Du point de vue souveraineté, c'est pas possible. Donc quand ils ont sorti ça, j'avais écrit toute une série de papiers pour expliquer que le dollar était condamné comme monnaie de transaction puisque ils imposaient le droit américain sur des transactions qui utilisaient des dollars. Ces dollars avaient été gagnés par des dons d'Américains. Et finalement, on pouvait penser que les Américains n'avaient rien à voir sur la disposition de ces dollars. Pas du tout. Maintenant, le dollar vient avec le système bancaire américain, le système juridique américain attaché à lui. Donc, le dollar en tant que monnaie de transaction, il est intellectuellement mort. Ça prendra du temps, mais il est mort. Donc, ce qui se passe avec le Bitcoin, si on essaie d'y réfléchir, c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a un système de transaction qui se passe d'un individu à l'autre sans l'intermédiaire d'un système qui fait venir d'autres personnes, des banques, etc. En fait, quand vous transférez votre dollar au Pakistanais, vous avez la banque française qui transfère le dollar à la banque pakistanaise, qui me le pique à moi, et puis la banque palestinienne va le transférer la propriété au Pakistanais de service. Mais vous vous rendez compte le nombre de personnes? Vous avez 4 personnes là-dedans. Tandis que dans le Bitcoin, vous avez cette possibilité de transaction instantanée, et à la limite, personne n'est au courant que vous deux. Vous transférez votre Bitcoin au Pakistanais, et donc ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Bitcoin, c'est cette capacité de transférer la propriété d'un actif sans intervention de tierces personnes, en dehors des deux au travers duquel la transaction se passe. Je crois que ça va être la première fois dans l'histoire que ça se passe. C'est une révolution, vous vous rendez pas compte? Ce qui veut dire que la valeur du Bitcoin vient pas de sa rareté, c'est très bien qu'il devienne rare à terme. La valeur du Bitcoin vient de cette invention inimaginable de transférer de la propriété sans que personne que les deux soit au courant. C'est ça. Et c'est ça qui va donner de la valeur au Bitcoin.